Hello girls, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elikia, 21 ans, mariée depuis 9 mois, chrétienne, pratiquante, amoureuse de Jésus et de mon mari. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de ressources francophones pour les chrétiennes, les adolescentes, les jeunes femmes sur le couple. Alors, des enseignements sur le mariage, il y en a plein, on est d'accord. Mais tout ce qu'il y a avant le mariage, gros vide. Et pourtant, on ne se réveille pas du jour au lendemain marié à l'homme de Dieu de ses rêves. Il y a plein d'étapes avant tout cela. Et il faut en parler. Donc moi, je veux en parler à mon échelle. Je veux aider à combler ce vide juridique, faire des vidéos qui abordent ces sujets-là pour aider le maximum de femmes à glorifier Dieu dans leurs relations ou futures relations amoureuses. Et j'ai bien dit relation au singulier. Aujourd'hui, je veux répondre à cette question. Je l'aime bien, il m'aime bien. Nous sommes tous les deux des chrétiens affermis dans la foi, matures psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? What is the next step? Alors la chose à ne pas faire, en tout cas, à ne surtout pas faire, c'est de se mettre à flirter. Genre directement. Ne flirtez pas. Le flirt, c'est quoi? C'est un jeu de séduction. C'est de la drague, de la dragounette. On parle de sujets légers sur un ton ambigu. On s'envoie des messages tard la nuit. On s'appelle même à 1h du matin. Mais les conversations sont peu profondes et surtout remplies de sous-entendus. Quand on se voit, on joue à des jeux de regard, on s'effleure, peut-être même qu'on rentre franchement en contact physiquement, qu'on s'embrasse, mais c'est pas sérieux en fait, c'est pas profond, il n'y a pas de but précis. Et si vous regardez les différentes définitions du mot flirt dans le dictionnaire, souvent on définit le flirt comme un prélude, c'est-à-dire un échauffement finalement aux relations sexuelles. On joue, on crée une tension qu'on finit par briser par du toucher physique qui souvent prend la forme de relations sexuelles. D'ailleurs, un synonyme du mot flirt, c'est le mot badinage. Et ça veut tout dire parce que badinage, c'est une action puérile, un jeu. Alors je ne dis pas que le flirt est toujours mal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par exemple, c'est hyper important de flirter dans le mariage avec son mari, avec son épouse, pour garder le fire allumé, les étincelles. Je pense même qu'un couple pas encore marié, fiancé ou même sur le chemin des fiançailles doit aussi se séduire, mais de façon chaste évidemment pour éviter de tomber dans les relations sexuelles pré-mariage, hors mariage. C'est important de ne pas prendre son partenaire pour acquis et d'arrêter de faire des efforts pour le séduire, etc., pour faire battre son cœur. Mais là, la question qui m'a été donnée, c'est une situation complètement différente. La jeune femme qui me pose cette question n'est pas encore en couple. Et d'ailleurs, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es dans la même situation. Tu es mature, émotionnellement, spirituellement, tu sais que tu es assez solide pour te mettre en couple et tu aimes bien un garçon, un homme. Et tu penses qu'il t'aime bien aussi. Vous avez en gros un crush réciproque. Mais que faire maintenant? Eh bien, ne fais pas comme dans les films et ne cherche pas directement à rentrer dans le flirt. Pourquoi? Attention, les gros mots arrivent. Parce que le flirt crée des biais cognitifs dans ton cerveau. Un biais cognitif, c'est quoi? C'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. C'est une distorsion dans le traitement d'informations. Pour faire simple, c'est une altération, une erreur de jugement due au fait que notre cerveau va se focaliser uniquement sur un détail qui nous intéresse et occulter tous les autres. Par conséquent, on prend des décisions hâtives et pas du tout objectives. Et le truc, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je vous mets si fortement en garde contre le flirt? Parce qu'en fait, quand on flirte, quand on joue avec le feu, qu'on réveille des sentiments amoureux ou du moins des sentiments de crush, des sentiments d'attirance forte, c'est pas anodin. Dans notre corps, il se passe des choses en fait. Il y a des IRM qui ont montré, donc des IRM quand même c'est du sérieux, des imageries par résonance magnétique qui ont montré que le sentiment amoureux désactive les aires du cerveau qui sont associées au jugement et aux émotions négatives, comme par exemple l'amygdale ou le cortex préfrontal médian. Le cortex préfrontal médian, il est supposé servir à la prise de décision. Alors si
on est dans un moment où on doit estimer si l'homme en face de nous est une personne avec qui on devrait s'investir dans une relation sérieuse, se marier même, plus tard potentiellement, et que la zone du cerveau pour prendre des décisions elle est désactivée, c'est un peu compliqué quoi. En revanche, notre corps est aspergé de dopamine, donc l'hormone du plaisir immédiat, l'hormone du bonheur, d'où ce sentiment d'euphorie qu'on ressent. En fait, c'est un peu si on était drogué au final. On ne prend pas de décision rationnelle, on veut juste ressentir toujours plus de cette sensation d'euphorie, de ces sensations agréables en fait, que procure la dopamine. Les sentiments et les sensations agréables prennent le dessus sur l'objectivité et on est victime du biais cognitif d'ancrage mental. C'est-à-dire que le cerveau se focalise sur une chose et oublie tout le reste. Et on est aussi victime du biais cognitif mental d'attribution. C'est-à-dire qu'on attribue des caractéristiques positives à l'être en face, l'être avec qui on flirte, en raison de l'attirance qu'alimente le jeu de séduction, le flirt, au lieu de considérer objectivement ses actions, son comportement. En fait, ce que j'essaye de vous expliquer, mais vous avez compris, parce que vous êtes des jeunes femmes brillantes, c'est que lorsqu'on réveille l'amour trop tôt, entre guillemets, qu'on fait rentrer les sentiments trop tôt dans l'équation, par le biais du flirt et des jeux de séduction, de drague, vous perdez des capacités de réflexion, vous perdez de la lucidité, de l'objectivité dans le jugement de la personne en face, parce que c'est comme ça que le corps fonctionne en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Mais les filles, lorsque vous vous rendez compte que vous aimez bien un homme, un garçon, vous avez besoin de toute votre lucidité, vous avez besoin de toute votre objectivité, vous avez besoin de juger, d'estimer si c'est un homme pour vous. Vous avez besoin de toutes vos capacités de réflexion, que votre cerveau soit alerte. Vous devez estimer si vous êtes compatible en termes de valeurs, de théologie aussi, parce que je rappelle que dans le christianisme, il y a plein de branches et plein de doctrines différentes. Vérifiez si vous êtes compatible en termes d'appel de Dieu sur vos vies. Vous devez observer comment l'homme en face se comporte avec la jante féminine. Est-ce qu'il flirte avec toutes les filles? Comment il se comporte avec sa mère? Comment il réagit lorsqu'il est énervé? Est-ce que par exemple il devient violent, impulsif? Comment il se comporte quand la vie lui envoie des épreuves? Vous devez vérifier si c'est un chrétien du dimanche ou si c'est vraiment un homme de Dieu qui vit pour lui au quotidien. Bref, il y a plein de choses à checker en réalité avant de se mettre en couple avec un homme. Et si vous commencez déjà à vous laisser aller à l'euphorie, à l'excitation du moment, que vous vous laissez ramollir par le flirt et que vous laissez les aires de votre cerveau liées aux décisions s'éteindre, si votre cerveau finalement se met off avant même d'être en couple, vous allez passer à côté de plein de choses, de plein de détails que vous n'auriez jamais tolérés si vous étiez en possession de tous vos moyens, de toutes vos facultés cognitives. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en couple hyper rapidement et que 2 mois, 3 mois après, quand l'euphorie est redescendue, on se rend compte qu'on est avec un homme qui n'est pas du tout compatible. On se rend compte qu'on est avec un homme en fait qui veut pas d'enfants, alors que nous on en veut 5. On se rend compte qu'en fait on sort avec un homme qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu mais seulement son cousin. Ou alors pire, on réalise que derrière les belles paroles séductrices, l'homme avec qui on s'est mis en couple est en fait un homme colérique, un homme violent quand il s'énerve, chrétien seulement le dimanche, seulement en apparence. Mais on est déjà dans la relation. Et on est peut-être même déjà allé trop loin. Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour sortir d'une relation abusive ou tout simplement sortir d'une relation qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais ça laisse des marques, ça laisse des traces. Évitons les blessures émotionnelles, soyons vigilantes, ne réveillons pas l'amour avant qu'il le veuille. Une chose que je dis toujours quand je raconte le début de mon histoire avec Nathan, mon mari, c'est que toutes les conversations qu'on a eues avant de se mettre en couple, j'aurais pu les montrer à mon père. Et franchement, je pèse mes mots. J'aurais pu montrer toutes mes conversations Snap, tout ce que vous voulez, à mon père, sans sourciller. Nathan et moi, on s'était mis d'accord, on s'était dit par message, no flirt. Pour l'instant, on est amis sans plus. On apprend à se connaître de façon platonique. Pas de conversation, de messages ambigus, pas de compliments empreints de séduction, pas de surnoms du genre mon bébé, ma femme. On devait garder les yeux et l'esprit ouverts. On voulait faire bien les choses en fait. Et ça nous a permis
de vérifier qu'on était compatibles. Ensuite, une fois qu'on s'est mis en couple, et c'est allé assez vite, hein, bah bien sûr que là on pouvait se séduire. Et jusqu'à aujourd'hui, on se séduit même dans le mariage. Les filles, moi je vous dis, vous aurez toute la vie pour flirter avec l'homme que Dieu a prévu pour vous. Vraiment. Mais quand on est au début, qu'on n'est même pas encore en couple, il faut vraiment prendre toutes ces précautions pour rester lucide et ne pas se lancer dans une relation qui ne mènera à rien et qui ne glorifiera pas Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaye de faire des vidéos assez courtes parce que il y en aura plein, ça va être vraiment une grande vaste série. Et j'ai conscience qu'au final, je n'ai pas vraiment répondu à la question qui était qu'est-ce qu'on fait maintenant, puisque j'ai plutôt répondu à la question qu'est-ce qu'on ne fait pas. Par conséquent, je ne peux que vous donner rendez-vous pour ma prochaine vidéo où je répondrai réellement à la question qu'est-ce qu'on fait maintenant. Du coup, bisous girl, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser votre avis ou des questions pour une prochaine vidéo en commentaire. J'espère que ça vous a aidé. Je vous ai donné un peu de données psychologiques, scientifiques et tout. Bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse les articles dans la barre d'infos. Et j'ai hâte qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo parce que j'ai encore plein de choses à dire. Bisous!